Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord, les débats dans ce 10h midi avec Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement National, Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique. Bonjour à vous, Thierry Guerrier, journaliste, Bonjour. tête de liste dans le 18e arrondissement de Paris. Vous vous présentez pour les municipales. Voilà, pour les municipales, avec sur Rachida la liste Dati. de Rachida Dati, j'allais le dire, ne vous inquiétez pas. Grande interview, enfin un papier Bonjour. à lire dans le Parisien ce matin qui explique pourquoi vous vous êtes engagé. Et puis Henri Biespéré, bonjour, vous êtes membre du Conseil économique, social et environnemental. On va parler du Mercosur avec vous, on va parler des municipales avec LFI qui assume le communautarisme. Et puis faut-il boycotter la Coupe du Monde aux États-Unis? Bref, ce sont des sujets qu'on va évoquer. Puis on va évidemment parler beaucoup des États-Unis puisqu'on a la chance d'avoir Jean-Claude Beaujour. J'espère que vous allez pouvoir nous éclairer un petit peu sur ce qui se passe et sur ce qui s'est passé hier. Gilles étant absent quelques jours, c'est John qui le remplace. Bonjour John. Bonjour à tous. Alors, vous allez nous faire un petit zapping pour nous faire réagir sur des sujets d'actualité. Allez-y. Et ben justement, on va commencer par de l'environnement avec les grandes surfaces qui font le pari de l'éco-score. Alors, c'est sur le même modèle que le Nutri-Score. Les vêtements que vous pouvez retrouver dans certains magasins vont désormais afficher une note pour vous dire si les habits que vous voulez acheter ont un impact environnemental qui est lourd ou non. Un éco-score qui est déjà rentré discrètement en vigueur depuis octobre dernier, mais qui est donc maintenant repris par Carrefour et bientôt par les magasins U et Leclerc. BFM Business nous dit tout sur les critères qui sont appliqués pour son calcul. Cet éco-score permet d'informer le consommateur sur l'impact environnemental du produit. Plus le score est gros, plus la production du vêtement pollue. Et pour vous donner un ordre d'idée, aux alentours de 300 points, le score est convenable. En revanche, quand on s'approche des 1000 points, là, ce n'est pas bon signe. Cet éco-score prend en compte plusieurs critères comme l'émission de gaz à effet de serre, la quantité d'eau utilisée, la possibilité de recyclage du vêtement ou encore la présence ou non de microfibres. Mais l'affichage de cet indicateur se fait pour le moment sur la base du volontariat des marques. Pour rappel, l'industrie du textile représente à elle seule 8 à 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose que de pouvoir savoir oui, Thierry Guerrier? Évidemment, je ne suis pas un expert, mais je me dis, si ce Nutri ou EcoScore pouvait nous indiquer surtout où ils achètent et où ils font produire ces vêtements, je serais ravi. Et si ça pouvait permettre de mettre un A à des vêtements fabriqués en France ou en Europe, eh ben je serais doublement ravi. Oui. Ça vous évoque quoi, Henri Biespéré? C'est une très bonne initiative. On sait qu'une partie des solutions pour contrer le réchauffement climatique est entre les mains du consommateur. Et donc tout ce qu'on pourra lui apporter comme information, comme indication pour guider son acte d'achat en fonction justement de sa conscience, c'est une bonne chose. Oui, c'est Andrea. C'est vrai que c'est une vraie. Aujourd'hui, c'est un vrai débat sur les vêtements. On a eu l'autre jour ce débat toujours à propos de Chine avec le président de la Fédération de l'habillement qui nous disait que y a des vêtements qui sont dangereux pour la santé aussi. Oui, tout ce qui va dans le sens de la transparence, c'est bien. Et il faut que le consommateur sache que c'est lui qui a le pouvoir de changer les choses en réalité. Marine Le Pen, je sais, en 2022, avait proposé un référendum sur l'environnement en 15 questions. Et l'une des questions, c'était notamment des flashcodes sur chaque produit, permettant aux consommateurs qui le souhaitent, non seulement de savoir où c'est produit, mais aussi de savoir s'il paye des impôts, combien de salariés, et d'avoir une responsabilité, pas seulement sur le réchauffement climatique, mais aussi sur la dimension sociale de chaque entreprise. Donc, j'apprends les différents éléments que votre chroniqueur vient d'évoquer, mais tout ce qui va dans le sens de la transparence, c'est bien. Alors Thomas, un auditeur me dit EcoScore, les supermarchés jugent et partis. C'est pas totalement faux. C'est pas faux, mais c'est plutôt à l'échelle nationale. C'est pas simplement pour les grandes surfaces. C'est pas ça que je dis. C'est à la puissance publique de pouvoir imposer ça. C'est pour ça qu'ils sont pas sur l'origine justement, parce que ça les embête quand même. Bien sûr. Et Stéphane nous dit, mais tellement de labels, de scores, de machin, de bidule, qu'il faudrait un label pour comprendre les labels. Il n'a pas tort. Jean-Claude, ça vous dit quoi? Oui, c'est certain que il faut à la fois de la transparence, mais aussi de la crédibilité sur les informations qui sont données, parce que toute la difficulté, c'est crédibilité, origine des informations, etc. Donc,
il faut aussi faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'informations qui tuent l'information, parce que en toute franchise, en toute franchise, moi, lorsque je vais au supermarché, je ne peux pas mettre 3 heures à acheter ce que je pourrais acheter en une demi-heure. Donc l'idée, alors c'est une bonne chose qu'il y ait un mouvement, et j'espère que ce mouvement sera repris. Mais après, moi, je mets toujours en garde un certain nombre de nos clients en entreprise commerciale. Je leur dis attention au greenwashing. Quand vous prenez un engagement, il faut véritablement être attentif à ce que vous soyez en mesure d'assumer cet engagement, parce que si vous ne le faites pas, à la fois vous décrédibilisez vis-à-vis des consommateurs, et s'il y a un effet boomerang en termes vraiment de confiance, de perte de confiance. Et puis la deuxième chose, c'est qu'une information de cette nature, c'est un engagement contractuel. Alors certes, c'est ce qu'on appelle du droit mou, mais il faut faire attention à ce que derrière on vous dise pas, mais vous avez donné une information qui finalement est fausse ou est tronquée ou trompée, et donc éventuellement avoir des actions judiciaires. Donc il faut être attentif à ce que lorsqu'on s'engage sur cette voie-là, et c'est bien qu'il y ait de la responsabilité sociétale ou extra-financière, c'est une bonne chose qu'on se dise on va regarder un certain nombre de sujets, mais il faut être conscient que c'est un engagement qu'il faut pouvoir tenir. Oui. C'est bon. On va souscris voir. Tout à fait. C'est très important, parce que sinon, toute démarche ensuite dans ce sens de transparence en particulier sera discréditée en partie déjà par le fait que ça n'a pas été réalisé, suivi. Après, c'est sûrement qu'il y a de la demande. Après, est-ce que les personnes qui vont dans les grandes surfaces sont les personnes qui sont le plus à vouloir réellement savoir d'où viennent leurs produits? Non, mais c'est une question qu'on peut se poser. Moi, je pense qu'il ne faut pas... Oui, vous avez raison de vous la poser, mais je pense qu'il ne faut même pas se la poser, parce que tout ce qui peut embarquer un mouvement est une bonne chose. Souvenez-vous, il y a 30-40 ans, lorsque nous étions beaucoup plus jeunes, lorsque ce type de démarche commençait, c'était les jeunes, nos enfants qui, il y a 30 ans, qui ont commencé à nous dire oui, c'est pas bien de faire ci et faire ça. Alors, c'était isolé. Aujourd'hui, la question environnementale est véritablement une question centrale dans nos sociétés, parce qu'elle a été portée au départ par des mouvements isolés, par les très jeunes. Et c'est vrai que ce type de comportement, c'est avant tout, il faut le reconnaître, chez les jeunes, avec les jeunes, qu'on peut commencer à les mettre en œuvre. Et puis après, nous, on suivra, parce que... non, mais ces débats sont importants, parce qu'il y a des prises de conscience, même si effectivement on entend dire... Et ça ne sera pas parfait, ça sera pas parfait, mais c'est pas grave. On n'a pas les moyens, etc. Sauf que ça rentre quand même dans les esprits que c'est pas forcément terrible. Oui, non, mais tout à fait. Je pense que c'est quelque chose qui concerne absolument tout le monde. Oui, absolument. La santé alimentaire, la qualité des produits, et que cette bataille culturelle, elle est déjà remportée, notamment, vous l'avez raison, maître, chez les plus jeunes. Que vous soyez à Vaux-en-Velin en banlieue, que vous soyez à Versailles ou à Paris, je pense que toute personne est consciente de l'importance de la qualité alimentaire de chaque produit. Donc tout ce qui va dans ce sens-là va en fait dans un mouvement de société. Bien sûr, et dans l'impact environnemental aussi. Oui, je voudrais juste rajouter qu'il y a aussi quelque chose, qu'il y a l'impact environnemental, mais il y a aussi tous les effets indirects. Parce que finalement, qui sont les plus handicapés par le mauvais textile, les mauvais aliments, etc. Ce sont toujours ceux qui sont en situation de faiblesse. Ce sont toujours ceux qui sont en situation les plus défavorisées. En outre, nous parlons par exemple beaucoup de politique migratoire, d'injustice à travers la planète, mais si on ne fait pas attention à ce que nous consommons, de la manière dont c'est consommé, et le fait de faire travailler des gamins au bout du monde pour 10 centimes d'euros par jour, comment voulez-vous après que ces jeunes enfants ne se retrouvent pas aux portes de la Méditerranée en frappant à nos portes en disant mais c'est au-dessus, c'est l'Eldorado. Donc c'est vrai que on voit bien qu'un certain nombre de politiques peuvent avoir des conséquences à moyen et long terme, parce que ça se fait pas en une journée, y compris sur d'autres sujets qui ne sont pas directement liés à au sujet principal de l'environnement. Alors je rejoins ce que disait l'auditeur, parce que je vois un exemple d'étiquette. Coût environnemental 360 points d'impact, et en dessous 150 points par 100 grammes. Je sais absolument pas à quoi ça correspond. Ça va être transparence, c'est dans tous les sens. Voilà. Moi, ce qui me frappe, et sincèrement, vous allez m'accuser de ramener à la campagne municipale, mais ma campagne, elle a déjà commencé dans le 18e, et beaucoup de gens viennent me voir en me disant attention, on va voter pour vous parce qu'on en a assez de ces socialistes qui sont usés à Paris, mais attention, touchez pas au vélo, ou plutôt continuez à le développer, ce qu'on va faire d'ailleurs avec Rachida Dati, mais et puis remettez des arbres, parce que vraiment ils en ont coupé beaucoup, mais
mais ces aspects environnementaux sont au cœur, vous avez raison, de la vie dans la ville, la question des sources de chaleur. Voilà, On y revient dans un instant, enfin pas, on va changer de sujet avec vous dans un instant, John, on va parler on va partir au restaurant et puis dans le train. Et dans le train, alors ça c'est la polémique dont on doit parler. La polémique du jour, est-ce qu'il faut des... Alors il ne faut pas dire wagon, me dit une auditrice, wagon c'est pour les bestiaux, il faut dire des voitures, absolument. Donc voitures sans enfants, qu'en pensez-vous? 0826 300 300 si vous avez envie de réagir, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors on continue, John, avec le zapping ce matin. Ouais, ce matin, et l'avenir appartient à ceux qui mangent tôt. C'est en tout cas ce que peuvent dire tous ceux qui désormais se rendent au restaurant dès 18h, voire dès 17h30. C'est une tendance qui a été observée par les journalistes de TF1 principalement, pour l'instant dans les grandes villes, et qui, vous allez l'entendre, rend heureux les restaurateurs, mais aussi les clients. Restaurants asiatiques, scandinaves, italiens, nombreux sont ceux qui affichent une ouverture dès 18h. Cette brasserie va même plus loin. Il est désormais possible de réserver une table dès 17h30. On y croise des touristes qui ont l'habitude de manger tôt, mais aussi des clients qui ont changé leurs pratiques alimentaires. Moi, je dîne souvent à 17h, parce que je ne déjeune pas à midi, et c'est une heure idéale pour faire un très bon repas dans la journée. Pour le patron, 50 couverts en plus chaque soir, l'équivalent d'un petit service. Certains ont même observé les bienfaits d'avancer l'heure du repas. Comme ça, quand on dort, la digestion est déjà bien entamée, on dort beaucoup mieux. C'est mieux. Alors vous qui connaissez bien les États-Unis, Jean-Claude Beaujour, aux États-Unis, au Canada, Amérique du Nord, on dîne très tôt. C'est vrai qu'on dîne très tôt parce que ça vient aussi beaucoup du fait. Ça vient beaucoup du fait que les gens commencent tôt. Et donc forcément, souvent ils ont un sandwich ou une petite boîte pour le déjeuner. Donc le soir ils dînent tôt. Cela dit, je retrouve dans les grandes villes américaines, à Washington notamment, où il y a de plus en plus de dîners un peu qui s'alignent comme nous. Alors c'est plutôt du 19h, 19h30, parce que quand on travaille, ce sont de grosses journées et donc il est difficile de déjeuner à 17h. Mais c'est vrai que c'est une habitude qui n'est pas mauvaise, à la condition de ne pas snacker par la suite. C'est-à-dire de ne pas prendre une grosse glace avec plein de trucs sucrés vers 21h avant d'aller se coucher. Alors c'est une tendance, je ne sais pas si ça a été dit dans le reportage, de ce qu'on appelle la Gen Z, c'est-à-dire cette génération des c'est 25-35, c'est ça, je ne sais jamais. Ça, voilà, c'est ça. Et ça augmente également à Londres, plus 11% de réservations, et dans l'ensemble du Royaume-Uni, c'est pareil, près de 10%. Thierry Guerrier, 18 heures pour dîner, ça vous dit? Non, mais l'idée de dîner un petit peu plus tôt, pour notamment amener calmement à un endormissement avant minuit, eh bien c'est essentiel, ce que j'arrive absolument pas à faire, évidemment. Tous les jours ça traîne jusqu'à 1h30, 2h du matin, alors qu'il faudrait arriver à s'endormir avant minuit avec un peu de lecture en plus. Vous savez, je me souviens toujours de cette remarque que nous faisait un philosophe formidable et qui nous disait, mais si vous lisez tous les soirs une page ou deux d'un livre compliqué et difficile, vous allez vous endormir avec sérénité et en plus intelligence et bonheur. Ouais, et c'est bon pour la santé. Et les effets sont prouvés aussi. C'était Michel Serres, je trouvais plus son nom. Michel Serres. Je pensais à lui. Voilà, j'avais du mal à retrouver son nom. Que ceux qui prenaient leur dernier repas après 20h avec près de 30% de plus de risque de développer des maladies cérébrales et cardiovasculaires par rapport à ceux qui dînent avant 19h. Vous faites partie de cette Gen Z? Si c'est 25-35, je viens de la dépasser, donc je ne fais plus partie. Mais je sais que ça c'est bien connu. Avoir une digestion qui a très largement commencé pour aller se coucher, c'est évidemment 2 heures avant, très bien. Maintenant, désolé de casser un petit peu l'ambiance, mais quand on voit les études des sociologues comme Jérôme Fourquet, on voit qu'il y a un tel déclassement dans notre pays que aller au restaurant est déjà très compliqué. Et c'est d'ailleurs... quand il y a restaurant, c'est des fast-food. Donc je ne sais pas si c'est bon pour la santé. Oui. Bon, moi, je pense que ça ouvre quand même. On parlait des gens qui vont se coucher après manger, mais il y a des gens aussi qui sortent, qui veulent aller au cinéma ou au théâtre. Et c'est vrai qu'on a du mal à
à dîner dans un restaurant avant d'aller dans des soirées et des spectacles. Ça ouvre la possibilité, effectivement, de dîner et après d'arriver quand même à l'heure pour les spectacles. Je crois que les restaurateurs qui font ça le font surtout pour agrandir leur chiffre d'affaires et je ne pense pas pour des raisons de santé de leurs clients. Pourquoi pas qu'ils souhaitent effectivement augmenter leur chiffre d'affaires. Je trouve ça complètement normal parce que les petits commerçants sont ceux qui sont le plus qui connaissent le plus grand nombre de difficultés, qui bossent beaucoup. Grande amplitude de travail dans les journées. Un petit mot pour le personnel. C'est vrai que si ça peut permettre au personnel de débrayer, comme on dit, plus tôt, parce que les gens qui travaillent en restauration, mais ça peut aussi permettre d'éviter parce que vous savez, quand vous travaillez 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi le soir, s'ils travaillent 2 heures de plus en fin de journée, ça évite de rester à traîner parce que souvent c'est compliqué pour les gens qui servent. Pour rentrer. Voilà, c'est compliqué pour rentrer. Jean-Claude, pardon. Sans coupure centrale, quand vous êtes serveur ou chef en cuisine ou au piano et que vous n'avez pas de coupure alors que vous avez fait la matinée et que vous devez faire la soirée jusqu'à 23h, 2h du matin, c'est impossible. Il faut avoir une coupure. Je pense qu'on reste. Je vois tous les restaurants. C'est compliqué à expliquer, c'est que il y en a qui se plaignent, surtout en région, de coupures très longues où ils sont, certains dorment dans une voiture. En région, c'est ça. Vous avez raison, certains font des kilomètres, ils restent dans une voiture. Donc leur temps de travail, finalement, l'amplitude est toujours grande. Dormir dans une voiture, voilà, en attendant l'heure du service, c'est pas top. Il vaut mieux travailler et payer pour cela pendant ce temps. Alors la Gen Z, c'est 14-29 ans, donc vous l'avez largement dépassé. Merci Valérie. Alors on a quelqu'un m'envoie une blague, c'est un serveur qui dit à un client, aujourd'hui nous avons une salade de tomates du Maroc, un bœuf argentin accompagné d'haricots du Kenya et en dessert une tarte aux poires d'Afrique du Sud, le tout avec un petit vin chilien, mais rassurez-vous, l'addition est française. Il sert ça à un client écologiste, bien sûr, qui ne va pas faire le compte de son compte carbone. Alors un débat, on n'aura pas le temps de tout traiter, mais on réagira aussi après, allez-y, c'est cette actualité de la SNCF. Bah oui, c'est ce qu'on appelle une polémique à rebours, puisque plus de 2 semaines après son lancement en grande pompe, les nouvelles classes de TGV Inouï de la SNCF, donc les Optimum, qui remplaceront progressivement les business premières dans leur TGV, font parler depuis hier, notamment sur les réseaux sociaux, puisque certains internautes ont interpellé le groupe de transport du service public à propos de l'interdiction des enfants dans ces voitures-là. Reportage de BFM TV ce matin qui s'est rendu donc en gare pour tout nous expliquer et recueillir surtout l'avis des voyageurs. Un wagon premium pour un voyage sans enfants. L'idée semble loin de faire l'unanimité. Je trouve ça presque débile, parce que c'est pas forcément eux les plus perturbateurs. Avoir un peu de retard, c'est moins fatigant que d'être à côté d'un enfant. Quand un enfant, il s'arrête pas de pleurer, on n'est pas à l'aise en fait. Je trouve ça incohérent. C'est comme si nous vivions sans enfants. C'est pourtant ce que propose la SNCF avec cette nouvelle gamme Optimum. Pour garantir un maximum de confort à bord de l'espace dédié, les enfants ne sont pas acceptés. Pas une nouveauté selon la SNCF, qui assure que cette exclusion s'applique déjà depuis des années en classe business. Non, les enfants ne sont pas exclus de nos TGV. Notre offre Optimum occupe moins de 8% de l'espace d'un TGV Inouï et du lundi au vendredi uniquement. Mais l'offre Optimum vient relancer le débat sur la multiplication des espaces sans enfants. La haut-commissaire à l'enfance Sarah El Haïry monte au créneau. Le No Kids n'est pas une option dans le service public. Voyager avec des enfants, ce n'est pas un problème à corriger, mais une réalité à accompagner. Oui, on va effectivement le commenter. Marie nous dit, une auditrice, des restos sans enfants, des wagons, oui, des wagons, elle dit des wagons et dans le sujet aussi, des voitures sans enfants et d'autres réservées aux femmes. C'est quoi cette société où on sépare les personnes? Alors on dit pas que le train est interdit aux enfants, on dit qu'il pourrait y avoir, la SNCF, il y a des wagons qui sont, alors il va falloir payer plus cher, j'imagine, si c'est premium. En fait, c'est les anciennes business premières, donc en fait c'est principalement des personnes professionnelles qui sont concernées, souvent payées même par leur entreprise pour leurs déplacements. Alors là, on n'est que sur du Lyon-Paris actuellement, mais voilà, et ça concerne uniquement, a priori, que du lundi au vendredi, c'est-à-dire le week-end, pendant les vacances scolaires, c'est pas concerné. Voilà, c'est vraiment.
spécifique pour les professionnels. On va en reparler, c'est l'heure des infos, mais restez avec nous. On va revenir sur ce sujet. 0826 300 300. Jean-Paul ne sera pas en ligne avec nous parce que c'est Jean-Paul Delperrier qui va nous donner les pronostics hippiques. Et nous, on va parler également des États-Unis et de ce très long discours de Donald Trump hier. Essayez avec vous, Jean-Claude Beaujour, d'y voir un petit peu plus clair. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord sur Sud Radio avec Andrea Cotarac, porte-parole du RN, Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique, Thierry Guerrier, journaliste, tête de liste dans le 18e arrondissement de Paris pour la liste de Rachida Dati, et Henri Biespéré, vous êtes membre du Conseil économique, social et environnemental. On va parler des États-Unis. Que se passe-t-il? Que retenir du discours de Donald Trump hier? Est-ce qu'Emmanuel Macron a marqué des points? On va parler du Mercosur et puis des municipales également, avec la campagne d'LFI en particulier qui assume le communautarisme. Peut-être revenons sur les wagons, les voitures sans enfants. Thierry Guerrier, je vois que c'est un sujet qui vous parce passionne. Que vous voyez bien, Valérie, que le premier sujet que vous traitez, celui-là, celui de cette idée de séparer les groupes dans la société, il est relié au dernier, celui sur les municipales et la campagne. On va pas en parler maintenant, mais cette idée d'une société où certains groupes politiques cultivent le communautarisme et le fait que finalement ils sont anti-républicains, il faut dire les choses clairement, c'est anti-républicain ce communautarisme, et bien voilà, du coup ça va même dans le marketing et on nous propose même des wagons ou des voitures pour les femmes ou des wagons ou des voitures pour les gosses. Oui, c'est le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'on trouve légitime de se retrouver dans des groupes et vous voyez bien que les algorithmes en plus sur les réseaux sociaux cultivent cet entre-soi spécifique. La société, la République, c'est tous ensemble. C'est pas chacun dans sa voiture. Si les parents éduquaient mieux leurs enfants, il n'y aurait pas de problème de gêne des enfants dans les trains. C'est quelque chose. C'est un message qui revient assez souvent dans vos commentaires. On a Catherine en ligne qui voulait réagir. Catherine de Pau. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Valérie. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est plutôt aux parents un petit peu de faire la leçon morale qu'aux enfants. Parce que, je sais pas, vous disiez tout à l'heure que les enfants n'étaient plus les enfants d'il y a quelques années. Et c'était juste pour vous donner un genre de témoignage. Donc moi j'habite à Pau, ma fille vient régulièrement avec ses enfants et dans les wagons, c'est vrai que les gens ne supportent plus aucun bruit, voilà. Et une fois je me suis trouvée, quand j'ai eu le standard, je racontais ce fait, des parents prennent, c'était un jeune couple qui avait pris le TGV de Pau à Paris, avec le grand qui avait à peu près 7-8 ans à qui on a donné un portable pendant tout le trajet, parce que le trajet à l'époque durait quand même environ 6 heures, et ils avaient une gamine qui avait 3 ans environ, et la gamine pas un jouet. Donc la gamine elle a commencé forcément à s'énerver, en plus nous arrivions à Pau à 22h30, donc il était déjà un petit peu tard, et pas un jouet. La mère a commencé à s'énerver après sa gamine, et donc, au bout d'un moment, tous les gens levaient les yeux au ciel parce que la mère s'énervait, n'arrivait pas à gérer sa petite fille. Et moi, au bout d'un moment, je me suis levée, je m'en suis pris à la mère en lui disant, écoutez, madame, ça commence à bien faire. C'est pas votre petite fille qui nous ennuie, mais c'est vous qui n'arrivez pas vous aviez qu'à lui amener des jouets. Au moins, votre petite fille, elle aurait été occupée et vous ne vous en prendriez pas à elle. Donc, elle a fini par la pincer. Enfin, voilà, moi, j'étais effarée du comportement de la mère. Oui. Donc voilà. Donc une autre fois, je disais à votre collègue là au standard, je me suis trouvée à jouer aux cartes avec mon petit-fils en faisant aussi un trajet pour Paris. Il y a un homme qui s'est levé en venant me voir, en me disant que je faisais, parce que je parlais avec mon petit-fils, on jouait à la bataille. Oui. Voilà. Oui, donc, non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intolérance. Alors merci Catherine. J'adorais jouer à la bataille avec ma grand-mère, j'avoue. Voilà. J'adorais. Mais bon, on peut entendre aussi les gens qui veulent. On est dans un lieu commun, dans un lieu public, on vit en commun, donc on doit se respecter les uns les autres. Jean-Claude, on échangeait en antenne. C'est les enfants qu'il faut élever. On disait qu'on a élevé nos enfants, qu'on a voyagé avec nos enfants et qu'ils n'ont, pardon l'expression, emmerdé personne. Absolument. Moi, je devais faire 3 remarques. C'est vrai.
Jean-Claude Beaujour. Déjà par rapport à la mesure, est-ce que le bruit est plus acceptable en 2e classe et le week-end qu'il ne le serait dans une autre classe? Moi, ça me pose un problème parce qu'au fond, on parle de quoi? C'est de la possibilité d'occuper ensemble un espace commun. Et là où ça me gêne, c'est qu'on voit bien qu'on renonce à trouver des règles acceptables. Et je reviens à la question de l'éducation. Je pense que le vrai sujet, c'est l'éducation. C'est un certain nombre de sujets qui se posent parfois au sein du couple, parce qu'un enfant agité peut traduire des difficultés dans la famille, pour des tas de raisons. Moi, je reviens vraiment là-dessus et j'insiste, c'est l'éducation. Ça ne veut pas dire que les enfants sont merveilleux, et puis on peut pas d'un côté regretter qu'on n'ait pas assez d'enfants, et en même temps dire, finalement, faut se séparer d'eux. Non, moi, en ayant des enfants, je me suis toujours dit, je vais vous dire, de les emmener partout, à tout âge, partout, parce que je partais du principe que je passais déjà trop de temps au travail pour les laisser en plus à une nounou. C'est pas à nounou à faire leur éducation. Henri Biespéret. Oui, alors pour apporter un peu la controverse, les informations qui ont été apportées par votre chroniqueur, en disant que ça s'adresse dans une classe business, les gens qui sont dans cette classe, c'est un peu un bureau, un espace de travail qui recherche quand ils paient ces suppléments de prix, sont là pour préparer des réunions, pour préparer des documents. Ça peut s'entendre peut-être que sur des espaces particuliers réservés à des hommes d'affaires. Ça m'est arrivé de prendre le TGV aussi depuis Pau, justement parce qu'il y avait 4 heures de temps pour préparer une réunion. Bon, on peut entendre qu'à la limite, on propose dans ces espaces-là qu'il n'y ait pas d'enfants pour éviter le bruit. Je suis bien d'accord qu'un enfant bien éduqué est capable de voyager sans faire de bruit, mais pourquoi pas sur en adressant une classe de personnes qui sont là en disant c'est le relais de mon bureau et je profite de mon voyage pour préparer ma journée de travail, ils puissent souhaiter un espace qui ne soit pas bruyant et dans lequel ils puissent travailler sereinement. Oui. Non, mais d'abord, il y a des principes juridiques quand même que le Conseil d'État a fixés pour le service public. L'égalité d'accès, l'égalité de traitement. Et là, on commence à ouvrir une brèche sans enfants. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord que ce soit du communautarisme, puisqu'il n'existe pas de communauté qui voudrait vivre sans enfants. Il s'agirait d'en créer une. Mais, il s'agirait de créer un wagon. Non, moi je pense que c'est extrêmement grave. C'est le fait que la France ne fait plus d'enfants. On ne fait plus d'enfants. On n'a jamais fait aussi peu d'enfants que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on voudrait encore, en plus, interdire les enfants dans les voitures de train. Franchement, c'est absolument fou. Et deuxièmement, c'est pas les enfants, la catégorie, ils l'ont tous dit, la plus perturbatrice ou la plus violente ou celle qui agresse même des contrôleurs, etc. Je suis pas certain. Donc, si vous voulez... c'est l'éducation qui est au cœur de ça. C'est l'autorité qui est au cœur de ça. C'est qu'on a des enfants en perdition. C'est que l'autorité n'est plus aujourd'hui respectée dans notre pays, que ce soit face aux maires, que ce soit face aux élus, que ce soit face aux enseignants, que ce soit face aux contrôleurs, et que c'est ça véritablement les fautes. Si on doit interdire chaque catégorie perturbatrice, mais c'est un individualisme absolument dingue. Juste un mot, parce que moi j'entends et je voyage aussi pour des questions professionnelles, donc je suis bien conscient du bruit qu'on peut avoir autour. Tout d'abord, un peu de bruit, ça met un peu de vie. On vit pas. Moi, j'aime bien un petit peu de bruit. On est d'accord, j'y viens. Il y a bruit dans l'irrespect. Non, mais j'y viens. Je vais aller dans votre sens. Mais et ceux qui parlent tout fort, ceux qui, parce qu'effectivement, on dit pour le téléphone, aller sur la plateforme, etc. Et ceux qui parlent tellement fort que vous participez à la conversation de celui qui est au bout du wagon et qui naturellement ne se dit pas. Il faut peut-être que je parle un petit peu moins fort parce qu'il y a des gens à côté de moi. Donc je pense que c'est vraiment le vivre ensemble qui est important ici. Alors je comprends, mais ce qui me gêne, c'est plus la mesure marketing qu'en pratique que ça existe. Mais le fait que ce soit annoncé, marketé, ça marque bien, pour moi, psychologiquement, ça a son importance. Le fait que ce soit on marketé, reconnaît l'idée de séparation. En pratique, je le comprends. Que ça se fasse, qu'il y ait des wagons, qu'il y ait des carrés. Une salle de jeu, par exemple, un wagon-jeu, ça c'est formidable. Mais qu'on markete et qu'on se dise, il y aura ces wagons-là, ça me gêne. Qu'est-ce que je fais? Puis avec des difficultés, je prends un billet très, très rapidement. Le matin, je me dis, c'est déjà arrivé, que je me dis, j'ai personne pour garder mon enfant. Je l'embarque avec moi en me disant, sur place, arrivé à Nantes, j'aurai un cousin qui va
s'en occuper. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je le laisse je me dis, non, c'est parce que j'ai pris un... Voilà. On va changer de sujet. On va parler du Danemark, du Groenland, des États-Unis. On apprend que les États-Unis et le Danemark vont renégocier leur accord de défense de 1951 sur le Groenland. C'est une source proche du dossier qui annonce cela. C'est le Figaro qui donne cette information. Qu'est-ce qu'il faut retirer de ce qui s'est passé hier? Parce que c'est assez compliqué de comprendre. Donc Donald Trump, ce qu'on a retenu, a dit qu'il n'utiliserait pas la force. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, moi, je retiens toujours que le président des États-Unis a fait un pas de côté. Parce qu'il a bien compris tel que c'était parti, on risquait d'avoir une sorte de cataclysme international, qu'il y ait un affrontement aussi musclé entre pays de l'Alliance Atlantique, entre les États-Unis qui vont fêter leur 250e anniversaire d'indépendance cette année en 2026, et puis l'Europe et en ligne de mire la France, la Grande-Bretagne, c'était véritablement impensable. Donc de ce point de vue, il a fait un pas de côté en disant je reste sur mon objectif, mais je ne vais pas utiliser la force. Donc on désescalade un tout petit peu. Pour autant, il réclame sur un certain nombre d'éléments. Alors il y a des éléments qui sont justes, il y a des éléments qui ne sont pas justes. La remise en cause des frontières au motif prix qu'on n'aurait jamais dû céder, etc. Ça, on peut aussi refaire l'histoire. Et nous aussi, on n'aurait peut-être pas dû céder la Louisiane. Oui. Moi, j'aurais préféré aller avoir un territoire français à la place de la Louisiane. Bref, je pense qu'il a été. C'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je le dis. Donc, il y a cette désescalade, mais il est évident qu'en réalité, comme il y a aussi la question de la présence américaine en Europe, en tout cas en termes de défense, les moyens que déploient les Américains, il est évident que l'Europe, le Danemark, vont essayer de trouver une sorte de modus operandi. Moi, ma conviction, c'est que tout ça va se négocier un peu plus dans le temps, sur un moyen terme. Les Européens ne peuvent pas céder comme cela. Ouais. Donc, donc là, ils trouvent une occasion de dire à Donald Trump non, parce qu'il y a d'autres enjeux. Si on nous dit aujourd'hui, vous cédez le Groenland, moi, je vous pose la question, si on nous demande maintenant de céder la Corse ou Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la Nouvelle-Calédonie, ou de céder, c'est-à-dire sous la force, et même pas après un référendum d'autodétermination, céder. Donc l'Europe peut pas accepter en l'état. Les États-Unis ont un objectif, avec évidemment la concurrence pour la question maritime, la question de l'influence chinoise et russe sur place, etc. Donc pour cette raison, je pense qu'on va avoir surtout, et c'est ce qui se dessine, des négociations où on va voir une présence, de mon point de vue, américaine plus forte, non seulement militaire, mais probablement économique, en disant, à moyen terme, il y aura une sorte de référendum et les Groenlandais... Alors, on va revenir sur son discours, sur le fond et la forme, parce qu'il a dit un certain nombre de contre-vérités, un certain nombre de... Par exemple, quand il dit j'ai 100% de sang écossais et 100% de sang allemand, ça fait 200%. Oui, c'est un homme à 300%, lui. Ouais. Alors, on va mais c'est anecdotique, je vous l'accorde, Jean-Claude. En revanche, il y a des choses qui le sont un peu moins. Je dirais que c'est un homme de communication et qui faisait les très gros shows sur la télé-réalité, quand même. 0826 300 300, à tout de suite. On aura Diane, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et nous parlons des États-Unis, de ce discours de Donald Trump. Il n'emploiera pas la force. On a appris qu'il est en train de s'exprimer en ce moment en direct, et on apprenait que les États-Unis et le Danemark étaient prêts à renégocier leur accord de défense de 1951. Diane, une auditrice, est en ligne. Bonjour Diane, vous nous appelez de Perpignan. Vous vouliez réagir? Vous avez regardé Donald Trump, vous l'avez écouté hier? Un petit peu, parce que c'était long. Oui, je croyais, une heure et quart. Je ne savais pas s'il parlait pour plus les Américains ou pour lui-même. Il parlait pour lui-même. Je pense qu'il s'est bien grandi quand il parlait, et il s'est bien concrétisé, comme on dit, par lui-même. Voilà. La seule chose, c'est que Trump, c'est du Trump, on le sait. Et quand Trump il parle, on doit l'écouter, et tout le monde doit se mettre à ses pieds. C'est ce que l'Europe fait, et c'est ce que Macron il fait. Parce que Macron, pas tout à fait, quand même.
même, et pas tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que Macron, comme c'est toujours les nini et les sissi, il fait le fort, mais il arrivera à céder comme tout le monde. Et il partira, et il cédera. Vous pensez pas que ce qu'il a fait, vous ne pensez pas que ce qu'il a fait a peut-être un peu déstabilisé Donald Trump? C'est-à-dire que Emmanuel Macron a malgré tout pris la tête de... Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Oui, qu'est-ce que vous proposez? Moi, je propose rien. C'est pour ça que je me présente pas. Oui, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire si la France n'avait pas élevé la voix? Est-ce que vous auriez été satisfaite? Écoutez, moi, de lui, je suis pas trop satisfaite de rien du tout, de Macron, de toute façon. Qu'il fasse bien ou mal, pour moi, je serais toujours déçue de lui. Il nous a trop déçus. Par contre, comment dire, Trump, ce qu'il fait, c'est comme quand vous allez négocier avec un directeur. Vous demandez beaucoup pour avoir peu. Et Trump, c'est ce qu'il fait depuis le début. Il demande beaucoup, il veut beaucoup savoir, et il a ce qu'il veut à la fin. À la fin, il a ce qu'il voulait. Parce que tout le monde cède par rapport à ce qu'il veut. Pas au total, mais c'est comme quand on négocie. C'est ce qu'il fait. C'est un entrepreneur. Il négocie pour avoir peu. Oui, c'est un entrepreneur. Alors, peut-être qu'il voulait plus. Et malgré tout, après, on n'est pas très tendre ici assez régulièrement avec Emmanuel Macron. Néanmoins, Henri Biespéré, on le disait tout à l'heure hors antenne, l'initiative d'Emmanuel Macron a entraîné quand même une réaction européenne. Hein. Oui, je crois qu'il faut avoir quand même cette fierté du président de la République qui a dit, quelles que soient les conséquences, moi je réagis. Et derrière, plusieurs pays de l'Union européenne se sont quand même alignés ou ont rejoint Emmanuel Macron. Et je crois que tout ce qui peut faire prendre conscience que plusieurs pays européens regroupés avec un chef de file pourront tenir tête, même si on est plus faible économiquement, même si on n'a pas tous les moyens qu'ont les États-Unis, c'est toujours de bon augure. Voilà, se rendre compte que notre continent européen, renforcer l'Europe, renforcer la parole politique de l'Europe, c'est toujours bon pour nous. Pour Emmanuel Macron, j'en sais rien, les sondages le diront, mais en tout cas c'est bon pour nous. Et tenir tête, parce que quand même, sur plusieurs sujets, on en verra d'autres tout à l'heure, avoir toujours Trump tous les matins qui est dans son storytelling, à l'expliquer, qui va faire ceci, qui va faire cela, indépendamment de l'ONU, indépendamment de tout ce qui peut exister comme gouvernance mondiale. Bon, à force ça là, on se dit, mais le jour où il va complètement disjoncter, il va mettre en péril, y compris dans certaines parties du monde, un espace de paix. Alors, Andrea Cotarac, et puis après, on verra avec vous Thierry Guerrier. Oui, tout à fait. Alors bon, on ne croit plus vraiment Emmanuel Macron. D'ailleurs, l'auditrice l'a dit, puisque ça fait 8 ans, la France a perdu de l'influence. C'est pas de le croire, c'est de voir ce qu'il vient de faire. Non, mais si je peux juste faire un verbe, excusez-moi, pardon si ça vous dérange. Monsieur Macron est à 11% de soutien dans la population. C'est la base. Voilà. Pardon. Non, la base, c'est ce qu'il fait. Juger les actes. Emmanuel Macron a perdu de l'influence en Afrique comme la France n'en a jamais perdu. Sa voix ne porte plus. Ceci étant dit, il est coincé, Emmanuel Macron, entre sa volonté de fondre la France dans l'Union européenne et sa volonté de répondre en tant que nation à Donald Trump. Regardez le Danemark. Le rapport de force du Danemark avec les États-Unis, c'est est-ce qu'on se met à genoux ou à plat ventre ? Donald Trump leur dit, je vous prends le Groenland, ils disent, on va commander plus d'avions américains. Bon, ça c'est le Danemark. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne a dit, on va envoyer des soldats au Groenland. Ils ont envoyé des soldats au Groenland le 16 janvier. Le 17 janvier, Trump leur dit, je vous mets 200% de taxes. Le 18 janvier, ils rentrent au pays. Voilà, donc ils ont eu le temps de nettoyer la piste d'atterrissage au Groenland, d'enlever la neige, et ils sont rentrés au pays. Donc, soit on fait un rapport de force réel avec les États-Unis d'Amérique, soit on se met à plat ventre parce que l'Union européenne et les pays ultra-atlantistes que sont l'Allemagne, le Danemark et les autres, se coucheront devant Donald Trump. Voilà, c'est tout. C'est tout. Thierry Guerrier. Je pense que l'Europe géographique, y compris avec la Grande-Bretagne, c'est pour moi le plus beau continent. Ce sont des nations formidables. On est basé sur la même culture. Et pourtant, elle a un problème de leadership, l'Europe, parce que ce sont 27 nations, au moins 28, qui sont des nations souveraines, indépendantes, avec une culture politique différente. Et donc toute la difficulté, et c'est en partie ce que souligne Andrea, mais c'est toute la difficulté du président Macron comme du chancelier
Merz allemand, par exemple, c'est d'essayer d'obtenir ensemble, de produire ensemble un leadership face à la fois à l'agression de Poutine et à la menace de fait d'un de leurs anciens alliés qui est Donald Trump. Et donc, cette difficulté, je trouve, en regardant les faits, que ça, on ne peut pas être simpliste à ce point-là et caricatural, que le chancelier Merz et Emmanuel Macron, par exemple, mais aussi avec Starmer, le Premier ministre britannique, et puis les Danois, les Norvégiens, avec ces différences, et notamment leur atlantisme historique, en effet, eh bien, ils tentent aujourd'hui d'essayer de construire une position de l'Europe qui soit pertinente face aux Américains pour en perdre le moins possible. On a bien dit pour en perdre le moins possible. Et c'est ça la difficulté. Oui, Jean-Claude, je constate finalement deux choses. La première, c'est que vous avez entendu notre auditrice quand vous lui avez demandé ce qu'elle propose. Je n'ai rien entendu comme proposition. Elle dit on s'est couché. Mais moi, et pour être très clair, je ne suis pas en défense, je ne suis pas le représentant de Monsieur Macron. Mais moi, j'aimerais bien qu'on me dise ce que c'est que de ne pas se coucher, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle aurait fait si elle avait été en situation. Je n'ai rien entendu. Vous pensez que l'action d'Emmanuel Macron a eu un impact? J'y arrive, Valérie, si vous le permettez. Ouais. J'ajoute une chose, c'est pour terminer là-dessus. J'ajoute une chose. Monsieur Cotara qui est ici, mais il est le représentant du Rassemblement national. J'ai écouté ce matin la réponse de Monsieur Bardella, qui répondait à Darius Rochebain. Qu'est-ce qu'il aurait fait? J'ai tout entendu, mais de bout en bout, et j'ai pas pris un morceau de phrase. Rien. La vidéo est coupée. Non mais attendez, attendez, je peux. Vous savez que je ne vous ai pas coupé. Non mais moi je vous coupe quand ça fait. Mais moi je vous demande de ne pas me couper. Vous reprochez aux autres. Je vous demande de ne pas me couper. Et donc j'ai écouté de bout en bout l'émission. Alors oui, j'entends qu'il aurait fallu, etc. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est aujourd'hui que faire face à un Donald Trump, face à une administration américaine, une administration chinoise, tout ce qu'on veut, à un instant T, puisqu'on me dit, à l'instant T, cet acte n'est pas celui qu'on aurait souhaité. Donc je dis, qu'est-ce que vous auriez fait? Aussi simple, hein. Et moi, je ne dis pas que j'aurais fait mieux. Je dis simplement que je n'ai entendu de la part de Jordan Bardella aucune réponse là-dessus. Alors oui, il a disserté sur la puissance de la France, sur ce qu'il aurait fallu faire, mais la question c'est que le jour où s'il venait aux responsabilités, et c'est ça qui arrive aux gens qui sont aux responsabilités, c'est que vous prenez les choses en l'état. Point. Un mot peut-être pour répondre à ça. C'est la douche froide pour beaucoup dans la classe politique française. Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu l'indépendance de la France pendant des années et des années. Alstom, McKinsey et tant d'autres entreprises. Microsoft au sein de nos sous-marins nucléaires français. Microsoft, entreprise américaine pour l'armée française. On a vendu l'indépendance de la France. Donc premier point, effectivement, ça prend du temps. Recouvrer l'indépendance et la liberté française. La France n'est pas rien dans le monde. Prenez le cas de la défense. Il existe un arc de l'indépendance que j'appelle. Les clients du Rafale de la France, c'est l'Inde, l'Indonésie, l'Égypte, la Serbie, la Croatie et tant d'autres pays, c'est-à-dire des pays qui étaient même fondateurs du mouvement des non-alignés. Donc la France a ce rôle-là et c'est exactement cette vision-là qu'on souhaite lancer. Oui, ça prend du temps, monsieur. Oui, ça prend du temps parce que l'Union européenne a noyé les nations. Oui, ça prend du temps parce que Sarkozy, Hollande... Demain, vous êtes élus, vous faites quoi? On reprend contrôle de nos entreprises. On reprend contrôle de notre industrie. On recouvre l'indépendance. Face à la déclaration on fait en sorte du que président américain. On fait en sorte de stopper. On fait en sorte de stopper. Rien de différent. Pas du tout, monsieur. On fait en sorte. Mais c'est l'exact inverse. On fait en sorte de stopper l'Europe de la défense. Ce que Macron veut faire, parce qu'il noie là aussi l'indépendance de la France. Vous voyez, c'est l'exact inverse. C'est intéressant parce que je n'ai rien entendu comme réponse si ce n'est. Vous voulez que je répète, Valérie? Vous voulez que je répète? Peut-être qu'il n'a pas compris. Donc dans 4 ou 5 ans. Mais 4 ou 5 ans, c'est gentil. C'est même une vision à beaucoup plus long terme, de 10 à 20 ans, monsieur. Qu'est-ce que je réponds à Donald Trump? Alors, on se retrouve dans un instant, puis Thierry, vous évoquerez les propos de Claude Maluret qui s'interroge sur la santé mentale de Donald Trump, ce qui est le cas de quelques personnes, mais vous, Jean-Claude, dites... Je pense que Jean-Claude a déjà répondu. On va en parler dans un instant. On en reparlera.
Sud Radio, le 10h radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et encore quelques mots sur Donald Trump avec vous, Thierry Guerrier, quelques phrases tirées des propos de Donald Trump. Dieu est très fier de mon boulot. Et hier également... Il parle avec lui tous les jours, il paraît. Voilà, et également hier, il a dit, j'ai parlé avec 2 éminents spécialistes en politique qui m'ont dit si Abraham Lincoln et Thomas Jefferson revenaient et qu'ils se présentaient... fondateur de la République américaine. Voilà, s'il se présentait, il ne pourrait pas vous battre. Voilà. Ouais. Non mais j'ai été frappé et toujours amusé parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime en politique, qui est Claude Maluret, vous savez, le sénateur Maluret, ancien maire de Vichy et médecin, un des créateurs de Médecins sans frontières. Et Claude Maluret, qui est un homme qui a beaucoup de générosité, s'interrogeait avec beaucoup d'ironie évidemment sur la santé mentale de Donald Trump. Je pense qu'on spécule trop sur cet aspect. Je pense que Jean-Claude aura raison. En fait, Donald Trump utilise, y compris même la pseudo-folie qui bon, il en joue pour exagérer et obtenir, comme disait Catherine l'auditrice tout à l'heure, ce qu'il veut. Et il finit peut-être d'ailleurs à chaque fois par l'obtenir. Il n'empêche que c'était assez piquant de la part de Claude Maluret de nous rappeler qu'il y avait peut-être un problème psychiatrique chez Donald Trump. On va écouter cet extrait. Sa politique extérieure est celle d'un enfant de 4 ans qui pleure pour obtenir le baigneur vu dans la vitrine et qui le jette 3 jours plus tard dans une malle après lui avoir arraché une jambe. Incompréhensible est la volonté de casser le système international mis en place par les États-Unis depuis 45 ans, que dans un délire paranoïaque, les Trumpistes interprètent comme un complot du monde entier contre leur pays. Incompréhensible, en dehors d'une hypothèse psychiatrique, la condamnation obsessionnelle de tout ce qu'ont fait avant lui tous ses prédécesseurs. Voilà. Donc, au Sénat, en tribune au Sénat, un discours de Claude Maluret. Bon, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Il faut se souvenir, il faut se souvenir que quand Claude Maluret a pointé les délires de Trump, il a été repris aux États-Unis parce qu'il parlait plus fort au fond que l'opposition démocrate, ce qui est c'est un homme politique français qui est entendu aux États-Unis. Je suis toujours un peu opposé à cette psychiatrisation à la fois de la politique et des relations internationales. Vous savez. On avait entendu il y a quelques années en expliquant que le président chinois était malade, fou, qui se prenait pour Mao Tse-tung, etc. Ouais. On a eu Vladimir Poutine, alors là, et pas qu'un peu. Et il est atteint d'Alzheimer, non, il est paranoïaque, etc. Bon, il va mourir bientôt, bon, d'accord. Et là, maintenant, c'est pour Trump. Donc, soit le monde entier est fou, c'est-à-dire les grands ensembles, soit c'est peut-être à nous de faire une introspection sur notre naïveté, sur les rapports de force du monde et sur le fait que le monde est parfois un peu méchant. C'est vrai, mais cette façon dont vous saluez la rationalité de Trump implicitement... Je n'ai salué aucune rationalité, je dis simplement que la psychiatrisation... Ne pas le sous-estimer. Bien sûr, mais ça vous avez raison. Moi, je pense qu'il y a 2 sujets. Tout d'abord, je refuse effectivement de le sous-estimer parce qu'il a été élu par une majorité d'Américains, parce qu'il a des conseillers, parce qu'il y a des gens qui sont influents. Je pense à M. Miller, je pense à un certain nombre de gens et je pense aux think tanks qui le soutiennent. Voilà, donc il n'est pas tout seul. J'ai pas les compétences médicales pour juger et donc j'aime beaucoup Claude Maluret, mais j'ai pas les compétences pour juger. En revanche, ce que cela me dit, c'est que pourquoi pas, même si on prenait une hypothèse médicale, et c'est là où je dis attention parce qu'on a eu tendance à jeter la démocratie par-dessus bord. Et qu'en réalité, ça teste le fonctionnement des institutions. S'il y a un dérapage à un moment donné de telle ou de telle personnalité, c'est bien le principe démocratique qui veut que qu'il y ait des contre-pouvoirs. Et donc, est-ce que les contre-pouvoirs peuvent fonctionner ou fonctionnent? Donc la question, c'est aussi un sujet pour aujourd'hui les Américains, mais demain de la même manière pour nous, parce que j'ai beaucoup entendu dire il faut des hommes forts, etc. Je suis d'accord qu'il faut des leaders forts qui sachent ce qu'ils font, etc. Mais ça veut bien dire que nous devons avoir aussi des systèmes de contrepoids pour parer, parce que là, il peut y avoir une question médicale, mais vous pourriez avoir des pressions diverses et variées, de l'influence, et qui font que nos institutions, et moi je suis pour l'état de droit, et nos institutions doivent plus que jamais fonctionner. Oui. Alors on va... Oui, ce qui désarçonne quand même, c'est que c'est le président de la première puissance mondiale qui avait quand même pour habitude plutôt
de prendre des liens avec ses principaux alliés avant de faire des annonces télévisées, et que là on a l'impression que c'est quand même le contraire. C'est-à-dire le matin on ouvre la télé, il y a les annonces de Trump et après il y a les réactions en chaîne des uns et des autres. Donc, et puis avec des annonces aujourd'hui qui sont contredites le lendemain et encore contredites le jour d'après. Et ça fait quand même frémir, quoi, parce que c'est pas n'importe quelle puissance. Ça n'a rien à voir avec Poutine ou avec le président chinois qu'on n'entend jamais sur les radios et sur les télés. On est quand même avec quelqu'un qui serait censé plutôt apporter et apaiser les gens en disant... d'autant que les propos sont suivis de faits. Quand il dit « je coupe les vivres aux organisations humanitaires », partout dans le monde, il y a des gens qui sont en train de licencier, d'arrêter leur mission de santé, je ne suis pas sûr que les États-Unis ont été une puissance qui ont apaisé le monde. Je suis pas certain. Ils ont eu 100 dans le monde et ils ont attaqué de nombreux pays. Allez, je voudrais qu'on parle du Mercosur. Alors, c'était votre sujet à tous les deux, Henri Biespéret et Andrea Cotaract. Donc, hier, on a vu que les choses ne s'étaient pas passées forcément comme c'était attendu. Alors, racontez-nous un petit peu. On a vu, je rejouais ce que je disais tout à l'heure, on a vu un sursaut de la démocratie européenne, c'est-à-dire du Parlement européen, de ceux qui sont élus par le peuple européen dans les différents pays, qui a dit à la présidente de la Commission très clairement, cet accord-là ne nous convient pas et contrevient aux règles mêmes de l'Union européenne et aux intérêts de l'Union européenne. C'est pour ça que le Parlement a décidé de saisir la Cour de justice européenne en disant « regardons sous cet angle-là ». Cet accord, tout le monde le sait, où beaucoup le soutiennent, il est mauvais, en particulier pour le secteur agricole. On évoquait l'éco-score au début de l'émission. On est sur le même sujet, c'est-à-dire qu'on ne donne pas aux consommateurs la possibilité, la transparence pour choisir son alimentation. Et on va importer des denrées qui ne sont pas du tout dans les standards européens, qui sont imposés aux agriculteurs européens. Tout ça, le rouleau compresseur de la Commission européenne, on avait l'impression que personne ne pouvait l'arrêter. On a vu que, en particulier avec la mobilisation des paysans et à la tête desquels la FNSEA et les jeunes agriculteurs, on est arrivé à convaincre les parlementaires européens de dire à la Commission, vous n'êtes pas tout seul et nous on considère que vous êtes en train de signer quelque chose qui va affaiblir l'Europe. Ouais. Et en ça c'est bon, comme je disais tout à l'heure sur l'autre sujet, c'est bon pour l'Europe. Chaque fois qu'on peut dire aux citoyens, la démocratie européenne fonctionne, le Parlement européen fonctionne, il peut apporter un contrepoint à ce que fait la Commission, il est vraiment co-décideur, eh bien c'est un bon signal en disant ça sert à quelque chose d'aller voter, de choisir qui on met au Parlement européen et de choisir les gens qui vont effectivement soutenir l'économie européenne. C'est un vrai retournement, parce que je sais si les agriculteurs sont partis à Bruxelles, il y a eu un vrai... On a bien tapé sur Bruxelles, et puis là, les députés, effectivement... alors la présidente de la Commission européenne dit regretter ce vote des eurodéputés. Andrea, vous vouliez aussi revenir dessus, Andrea Cotaract. Mais c'est une immense victoire, et surtout pour le parti que je représente, le Rassemblement national, puisqu'on était en pointe sur ce sujet-là. C'est pour nous, en tout cas au RN, le 52e vote qu'on fait contre le Mercosur. Et là, paf, on gagne. Et donc, c'est absolument super. Alors, les juges de la Cour de justice de l'Union européenne devront se prononcer sur à la fois l'application, comment ça a été adopté, et sur le fond du Mercosur. Mais en l'état... le Mercosur est suspendu. Ne s'appliquera pas un an et demi. Et Madame von der Leyen qui court, qui ignore les nations, qui grappille les compétences étatiques, de facto va devoir se soumettre à la démocratie européenne qui, vous l'avez dit, n'est pas tout à fait morte, ce qui là aussi est une véritable victoire. Donc il faut se mettre en tête que vous avez parlé des jeunes agriculteurs, etc., qui s'y opposent, mais les agriculteurs en France en général, mais... n'oublions pas qu'il y a eu un vote à l'Assemblée nationale sur le Mercosur. Et tous les partis, à l'unanimité, s'étaient opposés à cela. Donc c'est à la fois une victoire de la démocratie au sein de l'Union européenne, c'est à la fois une victoire majeure de la démocratie française. Ce matin, Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, a affirmé si la Commission passait outre le vote du Parlement européen, ce serait un viol démocratique. Donc elle porte la parole du gouvernement français, Thierry Guerrier, sur le Mercosur et sur ce qui s'est passé hier, qui est quand même relativement inattendu. Victoire de la démocratie en général, et la démocratie française d'abord, pour reprendre l'ordre chronologique, et la démocratie européenne ensuite, qu'il va falloir en effet vérifier dans les faits avec un comportement de la Commission qui doit être raccord évidemment avec le Parlement. Moi je pense aux agriculteurs que représente Henri ici,
il est agriculteur lui-même, mais les agriculteurs, au fait qu'à la fois, il y a toute une série de filières françaises, le lait par exemple, qui la produit, qui a besoin de l'exportation, qui exporte 1 litre sur 2 globalement autrefois. Et puis, en même temps, ces règles qu'on leur impose, très strictes, alors même qu'avec le Mercosur, et qui est un espoir pour l'exportation, en même temps, on va faire entrer des produits qui ne respectent pas nos normes, évidemment, sans être davantage un expert. Ça m'interpelle, moi, y compris parisien, qui essaye de consommer des produits qui bio sont de bonne français. Qualité, français. Parce que Ursula von der Leyen pourrait être tentée de passer outre et de dire on l'applique en attendant Jean-Claude. Ce sera une crise, non ? Alors, on va y revenir avec vous. Elle va faire prendre des risques à la démocratie. Franchement, c'est pas un bon signal pour ensuite les prochaines campagnes européennes. On y revient et vous aurez la parole dans un instant. À tout de suite. Avec Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, je voudrais qu'on parle quand même de cette campagne des municipales qui commence, et en particulier du communautarisme et de propos qui, pour moi, sont du racisme. Je vais vous faire écouter 3 extraits issus de personnalités de la France insoumise. Donc, vous allez entendre Monsieur Coquerel, Monsieur Delogu et Madame Hassan. Écoutez. Il faut que les prochains maires de toutes les villes du 93, par exemple, c'est la couleur des peaux des habitants de 93. Vous avez une opportunité en or qu'enfin un racisé dirige ces 2 villes et fasse en sorte que le réel peuple de France reprenne le pouvoir. Il n'y a qu'une seule façon de s'affranchir de ces chaînes, élire celles et ceux qui nous ressemblent. Son nom, la couleur de sa peau, c'est politique. Non mais est-ce que vous imaginez, Andréa Cotarac, si Marine Le Pen disait il faut élire des gens qui ont la même couleur de peau que nous ? C'est pour ça que j'ai rejoint Marine Le Pen. Ouais. C'est que c'est un bouclier face à ceux qui, jadis, étaient à mes côtés. Voir et entendre Éric Coquerel nous parler de couleur de peau, et cette dernière intervenante nous parlait de ressembler à la couleur de peau des autres, d'entendre Monsieur Delogu expliquer que puisqu'il est censé être racisé, et il va montrer le réel peuple de France. Il y a 2 peuples de France, il y a un réel qui serait de couleur, un autre qui ne le serait pas. Mais de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on est devenu fou ou pas ? Et je me souviens aussi des propos de M. Bilongo, vous n'avez pas cité, qui lui est député de la nation française. Quand vous êtes député, vous êtes député de tous les Français. Quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur appartenance politique, vous êtes député de tous les Français. Il dit, les Français vont devoir nous accepter. Mais il représente qui ? Oui, les Français. Thierry Guerrier. Moi, je suis candidat. Si je suis maire du 18e arrondissement, je serai le candidat de tous les habitants du 18e arrondissement. Non, mais attendez, ça veut dire que là où nous avons, nous, des communautés d'origine sénégalaise, d'origine congolaise, d'origine maghrébine, eh bien, on s'entend et on peut arriver à vivre. Et donc, moi, racisé, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis républicain, je suis laïque, je suis universaliste. La couleur de peau n'est pas un critère de citoyenneté. Non. Point à la ligne. La République, c'est tous ensemble. Ce racisme, qui est d'ailleurs un peu sous-jacent à leurs alliés, pardonnez-moi, mais le maire sortant de cet arrondissement s'allie avec des gens de LFI. Et si les gens de LFI, Daniel Obono en tête, font campagne sur ce sujet, eh bien ils vont nous trouver, parce qu'il n'est pas possible de diviser les gens. Un arrondissement comme le 18e arrondissement qui est très populaire, où on arrive à vivre tous ensemble. Enfin, c'est la petite musique ambiante. Autorisez-moi à ne pas l'accepter et à faire amener un combat contre cela, en tout cas. Jean-Claude. Ensemble, pas les uns contre les autres. C'est ça, la vie. Vous savez, je pense en toute franchise c'est sidérant parce que c'est contraire à la fois à toutes nos valeurs, à l'histoire de la République, et au fond, ça montre bien que les 2 personnes dont vous avez donné le son, les 3 personnes dont vous avez donné le son, oublient l'histoire de France. Parce que précisément, l'histoire de France est faite d'hommes et de femmes qui, ici ou là, ont pu souffrir de discrimination parfois. Rachida Dati, par exemple. Je regardais une émission récemment sur les Polonais dans le nord de la France, que l'on traitait de sales polacs, de rital, etc., etc. Oui, c'est vrai qu'on peut souffrir ici ou là de discrimination parce que c'est le lot, c'est la faiblesse humaine. Mais dans le même temps, moi, j'ai le souvenir de formidables élans de générosité, vraiment de bienveillance, d'humanité. Alors ici ou là, qu'on nous prenne
quelques situations dramatiques pour les monter en épingle et pour diviser le pays. Alors moi je dis à Madame Hassan et les autres, jamais je ne voterai pour eux. Jamais je voterai pour eux. Non, mais venez au 18e voter pour Rachida. Non, mais attendez, on n'a pas la question du racisme. Attendez, on n'a pas attendu Madame Hassan pour pouvoir exister. Enfin, pour moi qui suis antillais, qui est bien connu Gaston Monerville, ancien président du Sénat. Qui a défendu la République, qui a défendu les valeurs de la République, venir me dire aujourd'hui qu'il faudrait voter en fonction de la couleur de la peau. Mais les bras m'en tombent. Mais bien sûr. Les bras m'en tombent. Oui. Henri, pour vous, c'est pareil. On a tous les bras qui tombent, je pense, parce que... Non, mais c'est le deux poids, deux mesures qui interrogent quand même. C'est-à-dire qu'on peut prononcer des mots... Alors, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de plainte, d'ailleurs, qui tombe sous le coup de... Ça viendra. Oui, quand même. Non, mais ce qui choque encore plus, c'est que ce soit prononcé publiquement, effectivement, sans réaction. Je pense qu'il y a suffisamment de sujets pour bâtir un programme de campagne électorale sans aller sur ces débordements-là. Et dit publiquement, ça choque tout le monde. Tous, on essaie de construire une société où on essaie de se supporter, où on essaie de travailler ensemble, du vivre ensemble, comme ça a été dit ici autour de la table, et de voir des gens qui publiquement mettent en avant des sujets, effectivement, de séparation raciale, pour dire votez pour moi parce que c'est franchement Valérie, moi j'ai envie de vous dire, je n'ai pas envie de tomber dans des procès qui au fond finalement il va y avoir une condamnation et puis quoi. Moi j'ai envie que ces gens-là, qu'on aille sur le terrain et qu'on leur demande ce qu'ils vont faire pour tous ces jeunes à qui ils disent votez pour nous. Ce qu'ils attendent, c'est une formation, c'est une éducation, c'est un emploi, c'est un développement économique. En réalité, ils considèrent, Madame Hassan et ses amis considèrent, et c'est ça qui est le vrai racisme, que ceux qui seraient d'une couleur de peau entre guillemets non blanche serait leur possession. Il y aurait une sorte de vocation naturelle à voter pour eux. Mais ma réponse c'est non. Vous vous souvenez de la phrase à la fête de l'UMA de Daniel Obono qui trouve que cette fête est un peu blanche et que la gauche blanche c'est inconfortable pour elle. Non mais le critère de la peau n'est pas la couleur de peau n'est pas un critère de citoyenneté. On a Gilles en ligne avec nous qui voulait réagir, qui nous appelle de Sérignan. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Ça vous fait réagir, ça vous fait bondir? Moi sur plusieurs points parce que pour moi déjà on est français par attache ou par cœur, donc il n'y a pas de couleur de peau, on est français ou on ne l'est pas. Et moi je trouve que c'est là où justement le Conseil constitutionnel ou autre devrait intervenir, mais d'urgence. Ouais. Voilà. Pour moi c'est inadmissible. Ouais, ça vous choque en fait, hein, c'est scandaleux. Merci. Pour vous de souligner la race, la couleur. Alors, Andrea Cotard, vous voulez réagir? Simplement, ça date pas d'hier quand même, parce qu'il y a beaucoup de concepts qui nous viennent des États-Unis, ce qu'on appelle dans le wokisme. Hein. Souvenez-vous de Biden la dernière fois, qui disait si vous êtes de couleur noire, vous ne pouvez pas voter Trump. Bon, c'est-à-dire que pour lui, la couleur de peau prédétermine le choix politique, la philosophie ou la morale d'un individu. C'est complètement dingue. Souvenez-vous, lors des Black Lives Matter, là aussi, ça nous venait des États-Unis, où des personnes de gauche avaient entouré, c'était place de la Bastille, un CRS de couleur noire, en lui disant traître, lâche, traître. C'est-à-dire que la couleur de peau était au-dessus de l'uniforme républicain de la police nationale, ce qui est absolument dingue. Et comme le disait à l'instant votre auditeur, c'est anti-républicain constitutionnel. L'avocat qu'on a sur le plateau le sait, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France différencie les gens uniquement selon deux critères, les talents et les vertus. Pas les couleurs de peau et les origines, pas la religion ou je ne sais quoi. En France, c'est l'égalité des citoyens. Bien sûr. Bon. Perico vient d'arriver, Perico Légas, bonjour. Vous avez également traité son micro à Thierry Guerrier, voilà. Avant qu'il ait de grandes aventures municipales. Voilà. On sera à tes côtés. Alors, de quoi allez-vous parler aujourd'hui, cher La France existe-t-elle encore, vu les déboires du président Macron face au président américain? Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on va en discuter avec Stéphane Bureau, qui est un journaliste québécois, et qui nous dira s'il y a annexion du Canada, est-ce qu'il va demander le rattachement du Québec à la France. On verra avant le gouvernement. Enfin, les choses évoluent dans le sens. Pour 10 voix de majorité, le Parlement européen a finalement
repousser de 12 ou 18 mois le Mercosur en demandant l'avis d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Est-ce que c'est une victoire pour les agriculteurs ou un sursis? On en discutera avec le député belge Benoît Cassard, qui est à l'origine de cette saisine, qui est député du MR. Je recevrai pendant 1 heure Patrice Bollon tout à l'heure pour parler de la crise, le mot, la chose, l'histoire. Est-ce qu'on est tout le temps en crise? Est-ce que finalement la crise, c'est pas notre raison d'être? Il n'y a pas que la crise de foi et la crise de nerfs, la crise d'angoisse. Est-ce que déjà les Armagnacs et les Bourguignons, et c'était pas la crise, et puis en 40 aussi il y avait une crise, enfin voilà. On fera un petit tour du côté de cette loi des LR pour que la légitime défense devienne un peu plus systématique quand les policiers ont besoin de faire usage de leurs armes. Des salariés d'Orange qui sont en gilet pare-balles maintenant parce qu'on leur tire dessus. Les services secrets algériens qui auraient recruté un agent au ministère des Finances. De la corruption en prison. Vous voyez, autant de raisons pour nous appeler au 0826 300 300. Et pour vous écouter, absolument. Merci Valérie. À vous, à tout de suite avec Perico Légas. Sud Radio, le